Le football m'a sauvé la vie. Il était déjà programmé pour aller au très haut niveau. Notre car a pris feu pendant la nuit où on allait Ah à, oui, à Dunkerque. L'objectif, c'était de monter ouais. en Ligue 1. C'est ces moments, moi, que j'appelle d'incertitude, où là, il faut performer, parce que c'est à ce moment-là que tu peux faire mal à l'adversaire. Pour moi, la différence entre un très grand joueur et un bon joueur, c'est sa faculté qu'il a à répondre à l'incertitude du jeu. Toutes ces choses-là, je les ai contextualisées dans des PowerPoint, j'ai tout. Le plus important en tant qu'entraîneur, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'un match de foot et comment le contextualiser. Est-ce que c'est ça le haut niveau? C'est ça le haut niveau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Beyond the Mic par Beyond the Game, le podcast football sur, hors et au-delà du terrain. Et pour ce deuxième épisode, j'ai l'honneur et la joie d'être accompagné de monsieur Alexis Baudet. Bonjour monsieur Baudet et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors vous êtes entraîneur, éducateur, formateur de football, une triple casquette qui se complète je trouve. Vous avez commencé au club des municipaux au Havre, dont vous êtes originaire, dans lequel vous occupiez un rôle d'éducateur. Par la suite, vous intégrez le Havre AC en tant que formateur, avant de rejoindre le Paris FC en Ligue 2, puis en Ligue 1, en tant qu'entraîneur adjoint de monsieur Stéphane Gilly. Euh, En regardant un peu, je trouve que voilà, votre parcours est plutôt inspirant. On va le découvrir au fil de l'émission, bien sûr, parce que vous êtes souvent décrit comme quelqu'un de travailleur et de rigoureux. Mais avant tout ça, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir comment vous allez, parce que on sait que récemment, le Paris FC a pris la décision de se séparer de Stéphane Gilly, et donc ce qui marquait la fin de l'aventure dans le club pour vous également. Dans ce contexte, comment est-ce que vous vous sentez de manière générale? Ça va très très bien. Ouais, Euh, Aujourd'hui, on sait qu'on est dans le monde du football, que ça fait partie du jeu. Donc aujourd'hui, on a cette faculté de dire qu'on est satisfait du travail qu'on a pu accomplir au Paris FC. Donc non, je vais très bien et aujourd'hui, la page est fermée et on va voir ce qui se passe dans l'avenir. ouais, c'est parfait. Alors tout va bien. On va essayer de commencer dans un ordre chronologique. On va retracer votre parcours. Et donc, ben, retour à l'enfance. Question, quel est votre rapport avec le football depuis petit? Parce que, alors, on vous connaît comme entraîneur, certes, mais je pense qu'il y a quand même une petite carrière derrière. Toute petite. Toute petite. Ouais. Dites-moi en plus, à quel niveau, où est-ce que vous avez démarré et où est-ce que vous vous êtes arrêté? Donc déjà, j'ai une petite carrière de joueur où j'ai arrêté en National 3. Pas mal. Donc j'ai vraiment, et je pense, le découvrir ensemble, mais j'ai vraiment tout de suite compris que ma vocation, c'était de vouloir entraîner. Ouais, Donc j'ai vite arrêté et je savais que ce qui allait m'animer, c'était d'entraîner, c'était de faire ouais, progresser les joueurs. Mais aujourd'hui, le rapport que j'ai vraiment avec le football, il est petit. Et le football m'a sauvé la vie parce que, bah, comme beaucoup de monde, j'ai eu une enfance qui était compliquée. ouais. Donc, aller à l'entraînement, aller au match, c'était des moments d'échappatoire pour mon frère et moi. Ok. Le football, c'était un moment de liberté, un moment d'épanouissement total. Ouais. Donc, le football, depuis tout petit, il est vraiment important pour moi. C'est vrai que souvent, voilà, les personnes qui sont dans le milieu sportif, particulièrement du football, euh, disent que le football c'était une échappatoire, comme vous avez dit, et parfois que ça leur a sauvé la vie. Dans quel sens, vous, le football, c'était pour vous ben voilà, cet échappatoire, une sorte de porte de sortie? Parce que bah, parfois à la maison, c'est pas toujours facile. Donc, de pouvoir sortir et de pouvoir s'épanouir sur le terrain, être capable de s'exprimer Ouais, autrement avec la collaboration des partenaires, d'un club qui est en capacité aussi de pouvoir croire en toi. Alors, c'est un niveau minime, ouais, c'est mais minime. de pouvoir se sentir entre guillemets important, Ouais, c'est ça quelque chose compte. qui te permet de te construire aussi en tant qu'homme. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et donc, dans tout ça, qu'est-ce qui vous a donné alors envie de devenir coach? Vous dites que le joueur de foot, c'était pas vraiment ça, Non. ou du moins ça, à un certain niveau, il y avait le plafond Ouais. de verre. Par contre, vous avez senti que vous deviez devenir coach. Pourquoi? J'avais cette envie de vouloir partager. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment une valeur qui est fondamentale de pouvoir partager et d'accompagner
parce qu'on l'a fait avec moi. Ouais. Donc, je me sens vraiment dans cette faculté de vouloir partager et de pouvoir avoir cette, on va dire, cette petite importance dans le parcours De là, c'est d'un quelqu'un, ouais. joueur, de quelqu'un, de pouvoir dire, bah, je l'ai aidé à devenir quelqu'un de meilleur, parce Ouais. qu'on va le devenir d'abord en tant qu'homme, Ouais. et puis après en tant que joueur. Ouais, c'est pas mal. Donc, vraiment, cette notion de partage, j'ai l'impression que c'est un peu rendre ce qu'on vous a donné d'une certaine manière. Euh, Ouais, c'est, exactement. c'est un peu ça le. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait toujours donner avant de recevoir. ouais, Donc, j'ai cette faculté de vouloir d'abord donner. On m'a donné, ouais. donc je pense que c'est important de le faire en retour. Ouais, bah, c'est de très belles valeurs en tout cas. Vous commencez donc à coacher au club des municipaux avec des enfants ou des jeunes adolescents. On sait que c'est pas facile de commencer avec des enfants, voilà, que ce soit des enfants en bas âge qui sont en école de foot ou un peu plus âgés. Il y a parfois souvent beaucoup de distractions. Ouais. Mais vous, quelle est la chose la plus importante à transmettre? Est-ce que c'est le football ou est-ce que c'est autre chose? Je pense que quand on est avec des jeunes, le football, c'est qu'un outil, c'est qu'un support, mais on en parlait des valeurs qu'on va Ouais, pouvoir véhiculer auprès des jeunes, les aspects de respect, de politesse, de cette faculté aussi de pouvoir être face à l'échec aussi, parce que les matchs de foot, les saisons, il y a des échecs, bien sûr. il y a des obstacles, Ouais, et être en capacité de pouvoir répondre à ça, je trouve que c'est des vraies valeurs de la vie, ouais. et le football en est un outil. Donc, non, avant tout, c'est, je pense, les valeurs avant le football. Ouais. Eh ben, c'est ce que je pense qu'on va encore découvrir un peu plus tard. Si on poursuit donc dans la chronologie, 7 ans plus tard, vous partez en direction du HAC, votre club de cœur, et vous allez occuper un rôle de formateur dans l'un des meilleurs centres de formation de France, ce qui est pas négligeable Ouais. quand même. Comment est-ce que vous y arrivez et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour vous de rejoindre ce club? Alors, ça signifie forcément énormément en tant que Havrais. Euh, j'ai eu J'ai eu la chance de pouvoir, que mon grand-père m'a accompagné au stade des Chazeaux quand j'étais tout Ouais, petit, et ça a été le premier stade, le premier club que j'ai supporté. ouais, Donc forcément, quand on devient formateur dans le club qu'on a supporté depuis petit, c'est une fierté. ouais, j'imagine. Et comment c'est arrivé? Bah, on va peut-être le voir, mais je pense à force de travail, parce qu'aux municipaux, j'ai eu la faculté d'entraîner toutes les catégories. J'ai joué forcément souvent contre le hack Ouais, en jeune. Donc forcément que mon travail, je pense, a dû à un moment donné faire lumière au centre de formation, et peut-être qu'on va revenir aussi avec les personnes qui ont cru en moi. ouais, L'un des formateurs au Havre, Michael Bunel, qui m'a fait confiance et qui m'a proposé un contrat et de rejoindre son équipe. ok, Donc, ouais, le travail, avant tout. formidable. Petite parenthèse, vous dites que qu'en étant au municipaux, vous avez souvent joué contre le HAC. Les résultats, c'était en faveur des municipaux ou du HAC, généralement. Euh, Généralement, forcément, Ouais, auprès du HAC, mais il y a eu de belles de belles victoires, prestations, de ouais. belles performances. Il y a eu quelques victoires, Ouais. parfois, qui ont été éclatantes, vraiment. Et après, ça reste qu'une anecdote. Ouais. Euh, le HAC est souvent décrit comme un club familial à forte valeur humaine. C'est notamment Mathieu Bodmer, le directeur sportif, qui en parlait. Pour vous, c'est quoi les valeurs du HAC? Valeur de travail, Ouais, d'abnégation, de jamais rien lâcher, que avec rien on peut faire beaucoup, et c'est vraiment cette valeur qui transpire au sein du centre de formation mhm, dès le départ chez les jeunes, et derrière qui a influé derrière sur l'équipe première. ouais. Donc, vous étiez en quelque sorte pleinement épanoui là-bas. Euh, Mes valeurs, en fait, elles ouais, étaient, elles étaient alignées ouais, avec ce club, mhm, avec la ville en elle-même, parce ouais, que la ville, c'est une ville qui est ouvrière, Le Havre. ouais, bien sûr. Il faut, voilà, c'est pas facile tous les jours pour beaucoup de gens, donc c'est des valeurs qui me rejoignent, et le club en est exactement l'image. Ouais, c'est parfait. Et donc, au HAC, bien évidemment, vous coachez différentes équipes. Différents joueurs, Ouais. des joueurs qui aujourd'hui évoluent, ou certains ont évolué sur les pelouses de Ligue 1. Je pense à Steven Goura ou à Imad Abdelli, à l'OM notamment pour Abdelli. Est-ce que c'est des joueurs qui vous ont marqué? Et aussi, est-ce qu'il y en a d'autres, bien sûr? Alors oui, ils m'ont marqué. Forcément, il y en a.
d'autres, plus que d'autres. Ouais. Il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est Loïc Badet. Ouais. Loïc qui m'a impacté par sa maturité dans son jeune âge, pour sa faculté de travail, de remise en question perpétuelle. Pour une petite anecdote, euh, on faisait, euh, on faisait des retours vidéo dans le trafic quand on jouait à l'extérieur parce qu'il voulait absolument tout de suite Waouh. revoir son match et ce qu'il avait mal fait, parce Ouais. qu'il était toujours dans cette faculté de vouloir mettre en avant ce qu'il fallait qu'il progresse. Et il m'a impacté par sa faculté de maturité. Il était déjà programmé pour aller au très haut niveau. Ouais. Bon, on connaît aujourd'hui sa carrière. Bien sûr. Et le deuxième, je dirais Yacine Keshta, Ok. pour son abnégation, Ouais. parce que il a eu, pour le coup, lui, toutes les classes au sein du Havre. Mm. Et il n'a pas été forcément tout de suite surclassé comme beaucoup de joueurs. Il a fait les étapes une à une. Et pour la petite anecdote, en étant entraîneur adjoint de l'équipe réserve, on se doit de faire la saison jusqu'au bout, parce que les joueurs, ils font des essais à droite à gauche parce que bon, certains n'ont pas de contrat pro. Mhm. Et je me souviens que la dernière semaine, fin juin, Yacine était encore là. On était 6 ou 7 à l'entraînement. Il était en train de travailler comme un acharné. Et on va revenir sur. Il y a eu peut-être cette bonne étoile, Mathieu Bonnemer, qui arrive Ouais. cet été-là, avec Mohamed El Karaz notamment, qui Bien sûr. connaissait tous les jeunes et qui connaissait aussi le talent et la qualité de Yacine, et qui me propose ce contrat. Donc, Formidable. Ouais. ces deux joueurs-là, ils ont un seul et même lien, c'est le travail. Ouais. Encore une Euh, fois. et encore une fois, d'être dans le club Ouais. avec ces valeurs-là. C'est c'est beau parce que juste avant, mais voilà, quand je vous ai un peu parlé de votre envie de devenir coach, vous avez dit que c'était il y avait cette forme de rendre un peu ce qu'on vous a donné ou de contribuer d'une certaine manière dans le parcours de quelqu'un. Aujourd'hui, quand on voit des joueurs qu'on a coachés devenir des joueurs professionnels, il y a un sentiment de fierté, j'imagine. Oui, forcément, après, Dieu sait que c'est que leur travail qui Bien sûr, est, qui est, qui est aujourd'hui mis en avant, mais bien entendu, de se dire qu'on a fait partie du un petit processus. peu du processus, du parcours du joueur. Forcément que c'est une fierté de, Ouais, de, de les voir s'épanouir, parce qu'aujourd'hui, leur épanouissement, c'est d'être sur le terrain et de devenir un joueur professionnel. Donc, bien sûr, forcément. c'est formidable. Euh, on poursuit. Après le hack, en 2023, vous entrez dans le monde professionnel, d'une certaine manière, on va dire, en devenant entraîneur adjoint au Paris FC sous l'ère de Stéphane Gilly. Comment elle s'est faite cette transition entre le hack et le Paris FC? Pourquoi Paris FC? Pourquoi pas le hack? Pourquoi pas continuer au hack vu que c'était votre club formateur ou votre club de cœur du moins? Bah, parce qu'aujourd'hui, il y a eu cette connexion, on y reviendra, avec Stéphane Gilly, qui s'est fait facilement, naturellement. Quand on a communiqué, on a senti vraiment une connexion sur le terrain, Ouais, les idées communes de ce que Stéphane voulait mettre en place. ouais, Et après, la transition s'est fait assez facilement, parce que j'ai la chance que Stéphane soit quelqu'un d'extrêmement bienveillant, et qui m'a vraiment apporté les codes du monde pro ouais, et du management, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect vraiment différent, parce que le terrain, le football, ça reste le même, ouais. mais par contre, le management des joueurs pros, c'est différent, et elle a su notamment me conseiller avec bienveillance sur ça. Et donc, comment est-ce que concrètement vous définiriez votre rôle d'entraîneur adjoint auprès de Stéphane? Alors, j'ai envie de mettre en avant d'abord l'entraîneur adjoint en général. Ouais, Je pense que l'entraîneur adjoint, il doit avoir cette faculté d'être multi-compétences, ouais, pour pouvoir apporter et conseiller l'entraîneur principal, tout du moins de pouvoir euh, répondre aux différentes questions qu'il pourra avoir. Après, moi, quand je suis arrivé au Paris FC avec Stéphane, c'était défini que il a eu cette faculté, Stéphane, à construire son staff en mettant différentes compétences autour de lui. Et je trouve que c'était une force pour lui ouais, de se dire qu'aujourd'hui, Armand Sen, qui était plus focalisé sur l'aspect offensif, moi sur l'aspect défensif, d'accord. et les autres personnes, les analyses vidéo, notamment préparateur physique et l'entraîneur des gardiens. Il a eu cette faculté de pouvoir s'entourer de diverses compétences, qui fait que ça a été une harmonie assez rapide
sur ce qu'on pouvait après lui apporter Ouais. à Stéphane. Et donc, dans le domaine défensif, en quoi ça consistait exactement? C'était vraiment un focus sur, je sais pas, peut-être à partir des milieux défensifs jusqu'au central, peut-être ça allait au gardien aussi. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement pour améliorer la qualité de l'équipe? Donc il y avait l'aspect animation défensive où Stéphane, on était en échange perpétuel sur ses idées à lui et de pouvoir derrière échanger sur ce qu'on pouvait mettre en place. Après, plus spécifiquement, j'étais sur la ligne défensive, D'accord? défenseurs centraux, latéraux, et tout sur les aspects individuels, sur le développement du joueur, Ouais, mais aussi sur la ligne défensive, sur les principes de jeu collectifs de la ligne défensive, ok. notamment. Et pourquoi le focus spécifique défensif? Est-ce que, je sais que vous avez un certificat Ouais. d'entraîneur attaquant et défenseur. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que, bah, du moins, qu'on vous a placé là ou pour d'autres raisons? Je sais pas, je pense que, pour diverses compétences, il y a Ouais, pas bien sûr. que la compétence d'avoir une sensibilité sur l'aspect défensif, Ouais, hem, parce que j'ai diverses compétences, mais peut-être que Stéphane aussi, à ce moment-là aussi, avait besoin aussi de ces compétences-là, donc du bien coup sûr. qui a fait appel à moi, pour pouvoir, étoffer son staff. Ouais. Et alors, dans quelle mesure vos idées, elles peuvent influencer celles du coach principal? C'est vrai parce que c'est celui qui est mis en avant. euh, Nous, quand on voit la télé, généralement, ben, c'est la formation qu'il a choisie au final. Mais on sait qu'il y a le staff derrière, on sait qu'il y a les entraîneurs adjoints, il y a des entraîneurs spécifiques, des analyses vidéo. Euh, Comment est-ce que votre parole, vos échanges se répercutent dans le choix final en fait, du 11 à la fin? Bah, forcément, avec l'entraîneur principal, on est constamment en échange. Donc, j'aime pas le mot influencer, mais plus conseiller. Ok, Dès qu'en fait, le coach a un questionnement, parce que parfois, il a une conviction qu'il pense que c'est la bonne par rapport à son expérience, etc. Mais dès qu'il a un questionnement, vous avez et, des exemples? euh, bah, un joueur sur une semaine d'entraînement Ah, par exemple, qui sent pas, il l'a pas senti très bien physiquement, tactiquement, techniquement, et donc du coup, il peut poser la question, comment toi tu l'as senti, ouais, comment tu l'as vu, parce qu'on pourra en parler en vidéo, sur l'aspect individuel, comment tu l'as senti, etc. Donc il y a ces échanges-là sur notamment le choix des compos. Après, ça peut être vraiment très très large. ok, je comprends. Ouais, donc en fait, c'est vraiment une palette. Effectivement, l'entraîneur adjoint comme conseiller tout simplement de l'entraîneur principal. Euh, et donc, ces conseils-là que vous allez bah, prodiguer avec tout le staff à monsieur Stéphane Gilly, lors de la première saison au Paris FC, vous permettent de terminer à la 5e place. Après, malgré un début de saison assez, Ouais, assez compliqué, ouais. il me semble que vous avez commencé par 3 défaites, si je dis pas de On bêtises, un était truc comme à ça. la 10e journée, on était avant-dernier. Ouais, quand même. Ouais. Euh, alors, avant d'aller plus loin, quel est le moment de bascule? Parce que justement, à la fin, vous finissez du coup 5e et la montée vous échappe à la suite de la défaite contre Rodez au playoff. Euh, c'est quoi le moment de bascule pour l'équipe dans la saison? Il n'y a pas eu forcément de bascule parce que Stéphane nous l'a toujours dit, et c'était en fait les résultats, ils n'étaient pas en adéquation avec le travail que pouvaient mettre les joueurs en place. Ouais, Forcément, comme vous savez, on est arrivé au mois de juillet, il y avait un nouveau staff. Il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de changements de l'effectif des joueurs. Donc, bien sûr. il fallait que tout ça se mette en place. Ouais, Ça prend du temps. bien sûr. Ça a pris du temps. Et il n'y a pas eu forcément de bascule. On savait que les contenus des matchs étaient bons. Ouais, c'est le Euh, résultat qui manquait, quoi. Exactement. Ouais, Et il y a eu cette victoire à Dunkerque. ouais. Pour la petite histoire, on en rigole encore aujourd'hui, mais on a eu euh, notre car a pris feu pendant la nuit où on allait Non, bon. à Dunkerque. Et donc du coup, on se retrouve à l'aube d'aller jouer un match assez important parce qu'on Ouais, était dans une situation compliquée à ce moment-là, où on est, je sais plus quelle heure il est, 11 heures ou minuit, ouais. sur le bord de l'autoroute parce que le car il a pris feu. Et on se dit, mais en fait, ça va jamais s'arrêter. Ouais, Et en fait, ce match-là, on gagne 3 à Dunkerque. Et en fait, à ce moment-là, pourquoi il y a eu ce changement, peut-être cette confiance, cette ouais, victoire qui a fait tout basculer. Et après, on connaît la suite parce qu'on fait une deuxième partie de saison assez exceptionnelle, ouais, c'est parce vrai. qu'on passe d'avant-dernier à faire les playoffs à la fin pour le match numéro 1 à Rodez. Ouais.
C'est formidable. Parfois, c'est des événements Ouais, qui ont rien à voir avec le ouais, football. exactement. Moi, je pense que ça fait aussi partie de la cohésion d'un groupe, de passer des moments ensemble, de préférence des moments heureux. Ouais, Il y en a aussi qui sont un peu moins joyeux, mais ça forge aussi une identité de groupe, un caractère, et c'est sûrement ce qui vous a permis après de rebondir. Euh, et vous avez pas eu peur? euh, c'est vrai que dans le monde du football actuel, ça va assez vite. Les ouais, changements de staff, ça se fait très ouais, rapidement. Bah, vous l'avez vu vous-même. Quand vous dites à la 10e journée, vous êtes toujours ouais, à cette place-là, comment est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on se pose pas des questions ouais, sur le lendemain? Peut-être que la séance suivante, ce sera plus moi qui sera sur le terrain, quoi. ouais. Forcément que on peut avoir cette image-là, mais comme je te le dis, on était vraiment conscient que le travail qu'on mettait en place, il allait porter ses fruits. Ouais, Stéphane a eu toujours un discours extrêmement positif auprès des joueurs. Les joueurs étaient vraiment réceptifs et on n'était pas, personne n'était affolé par la situation, alors qu'on aurait pu, ouais, on bien sûr. aurait pu tous l'être. Et en fait, comme si on savait que ça allait tourner, Ouais, parce que encore une fois, le travail était là, l'investissement des joueurs était là et que ouais. ça allait tourner. Donc non, après, forcément que quand on est dans une situation comme ça et que qu'on part du Havre et qu'on Ouais, quitte tout et qu'au bout de, c'était au mois d'octobre, ça fait ouais. 2 mois et demi que je suis au Paris FC et qu'en fait Il y j'ai a rien tout qui. quitté pour peut-être que tout s'arrête. Oui, moi j'aime sortir de ma zone de confort, j'aime continuer à progresser. Je savais que ça faisait partie aussi à un moment de ma carrière qu'il fallait aussi que je puisse aussi bousculer. Ouais. Donc voilà. Et pour le cas, on peut aussi saluer quand même, je pense, la patience des dirigeants. Oh, complètement. Parce que, comme je le disais, c'est rare dans le monde du football de patienter. Et bah voilà, patienter pour le coup, ça a porté ses fruits. Ça a tellement porté ses fruits que la saison suivante, 2024-2025, elle se termine par une montée en Ligue 1. Euh, Première question par rapport à cette montée-là. Comment on vit une montée en Ligue 1? Qu'est-ce que ça procure? Je pense que c'était la fête Ah, c'était pendant longtemps. exceptionnel, Mm, exceptionnel. C'était une vraie satisfaction mm, de tout un club, de tout un travail, d'un staff. bien sûr. On a eu en plus cette chance, c'est de pouvoir monter, avoir la chance de monter en Ligue 1. Tout le monde a vu sous ces images où on est à Martigues sur le terrain et on Ouais, attend le résultat de Metz. Et on a eu cette chance d'être un peu en apesanteur pendant toute une semaine, de préparer ce dernier match, la réception d'Ajaccio, ce dernier match à Charletti. ouais, Donc on a eu cette chance, et Dieu sait que c'est pas donné à tout le monde dans le monde pro, bien sûr. d'être en apesanteur comme ça et de savourer quelques instants Mm. cette montée. Et avant d'aborder la saison en Ligue 1, euh, on va rester un peu sur cette saison du coup de 2024-2025. Le Paris FC, sur cette saison, c'est 21 victoires, 6 nuls et 7 défaites, avec plus 22 buts en différence de buts, Ouais, ce qui est pas mal. Alors qu'en 2023, donc là où vous finissez cinquième, c'est 16 victoires, 11 nuls, 11 défaites et une différence de plus 7. Qu'est-ce qui a changé entre la saison précédente et la saison de la montée en Ligue 1? très bonne question. Euh, alors il y a plusieurs choses. La première, on a vraiment eu cette faculté sur cette première saison de faire l'analyse de ce qui a marché, Mm. de ce qu'il fallait modifier. Il y a eu cette faculté, on pourra en parler aussi, notamment cette faculté de pouvoir vraiment analyser les caractéristiques du championnat. Ouais, Aujourd'hui, où fallait performer pour pouvoir derrière aller chercher cette montée en Ligue 1. Donc il y a eu cette analyse de qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qu'il fallait modifier. Euh, et après, il y a aussi il faut le dire aussi, et tu l'as dit, on a eu cette continuité. bien sûr. Sur cette deuxième saison, on a eu cette préparation avec presque 95% de l'effectif. Ouais, Donc on a eu vraiment cette continuité entre la première saison et la deuxième saison qui a fait aussi notre force et de fait de réajuster certains principes, ouais. notamment, qui nous ont permis de pouvoir encore plus performer. Ouais, donc de la continuité dans l'effectif et une analyse à la fin de la première saison. Ouais. Euh, alors, est-ce que quand on finit cette première saison où on occupe du coup la cinquième place, on perd en playoff malheureusement, est-ce que pour la saison qui suit, la montée devient un objectif ou pas spécialement à ce moment-là?
Forcément qu'aujourd'hui, quand tu as la porte de monter en Ligue 1, que tu fais les playoffs, forcément, et en plus, Stéphane l'a dit dès le départ, l'objectif c'était de monter Ouais, en Ligue 1. Il n'y avait pas de pression, c'était l'objectif qu'on s'était donné tous. Donc, c'était juste une continuité de la première saison ouais, de faire les playoffs. Et je trouve que c'était plutôt. Il fallait passer par cette étape-là, cette frustration, cette désillusion, parce que c'était une vraie désillusion à la fin bien du sûr. match, des tirs au but à Rodez, et de se dire, bah, il faut repartir et il faut aller chercher cette montée sans passer par les playoffs. Et donc, vous parvenez à monter en Ligue 1. Lorsqu'on arrive en Ligue 1, l'OM, le PSG, l'Olympique Lyonnais, j'en passe, bref, c'est tout simplement ben voilà, l'élite du football français. À titre personnel, vous qui venez du monde amateur, Ouais. c'est une satisfaction? Oui, oui, forcément, de pouvoir se dire aujourd'hui, d'aller dans les grands stades, de pouvoir réfléchir, analyser des grandes équipes Bien comme sûr. tu l'as énoncé, forcément que Ouais. c'est une satisfaction, c'est pas une fin en soi, parce que dès qu'on a mis ça tout de suite en avant, derrière, il faut vite basculer sur le travail, Ouais. parce que Dieu sait qu'il est important. Il en faut. Ah, il en faut. Il en faut. Et donc, ce travail-là, est-ce que votre approche, elle change entre la Ligue 2 et la Ligue 1, étant donné que bah, voilà, le niveau des équipes est différent? Vous êtes voilà, une équipe qui vient de monter. L'objectif, bien sûr, c'est de se maintenir. Ouais, bien sûr. Euh, et là, dans votre analyse, vous avez plus, je sais pas, vous avez plus peut-être le Red Star, vous avez l'OM, vous avez Lyon. Est-ce qu'on travaille deux fois plus? Est-ce qu'on travaille mieux? Est-ce qu'on est plus attentif aux moindres détails? On travaille différemment. Ouais, On a toujours eu cette même structuration par rapport au staff. On a bien. eu les mêmes missions. Ok. Par contre, forcément que quand tu joues en Ligue 2 et que tu domines la Ligue 2, dans le jeu, je parle, Mhm. et ben, tu sais que quand tu vas monter en Ligue 1, que tu as un club qui est promu, tu vas pas dominer les matchs. Donc, tu dois réfléchir tactiquement, techniquement, Ouais, mais aussi sur la bord des matchs, parce que jouer au stade Vélodrome, c'est pas jouer dans certains stades de Ligue 2. Dieu sait qu'il y a des magnifiques stades en Ligue 2, mais c'est pas la même approche. bien sûr. Donc il y a tous ces aspects-là, bien sûr, à prendre en compte, parce Ouais, que si tu le fais pas, c'est voué à l'échec. bien sûr, bien sûr. Et donc, d'un point de vue général, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, au club, dans la semaine, quelle est la journée type qu'un entraîneur adjoint peut avoir? Alors, l'entraîneur, je sais pas, je vais parler de la mienne. Ou de la vôtre, Moi, comme ça généralement. au moins, je sais ce que j'y fais. Vous pouvez pas Euh, vous tromper. non, exactement. Moi, j'aimais bien venir une heure et demie avant le rendez-vous du staff pour faire une séance de sport, D'accord. parce que ça me permettait de pouvoir me mettre dans les bonnes dispositions, de pouvoir, encore une fois, de m'évader, de Ouais. pouvoir voilà, me dépenser. Et puis après, il y a deux dynamiques sur le début de semaine ou la fin de semaine. Sur le début de semaine, j'étais dans le peaufinage des séances vidéo avec les défenseurs, notamment, D'accord. sur le match précédent. Après, rapidement vient du coup le peaufinage avec l'entraîneur principal sur la séance. Du coup, après la séance d'entraînement le matin, on mange ensemble le midi. Et après, on bascule sur les vidéos individuelles avec les défenseurs notamment. Que ça soit individuel, par deux, notamment latéraux, défenseurs, les deux défenseurs, ou soit la ligne défensive Ouais. ensemble. Donc ça dépend un peu le ressenti que je pouvais avoir sur le match et sur la semaine qui va venir. Et puis après, bascule l'analyse de l'adversaire, notamment sur les phases arrêtées que j'étais responsable. Donc après, et bascule sur la fin de journée où là, on est sur la conception de la séance pour le lendemain notamment avec Stéphane. Donc voilà, une journée d'un entraîneur adjoint et de mienne longue, Bien sûr. passionnante mais longue. Ok. Euh, et donc, malheureusement, voilà, votre aventure avec le Paris FC, elle s'achève. Euh, je pense que pour vous, mais vous allez en parler, on peut dire que c'est plutôt une réussite malgré le changement d'entraîneur. C'est une totale réussite. Ouais, Aujourd'hui, je suis plus tout le même entraîneur que j'étais il y a presque 3 ans quand je suis ouais, arrivé au Paris FC. Ça a été une satisfaction parce qu'aujourd'hui, c'est une montée historique pour le club du Paris FC. ouais. On n'en a pas parlé, mais on a aussi une victoire éclatante au Parc des Princes C'est vrai. en Coupe de France il y a l'espace de 2 mois. Et bon, et après, l'histoire se termine. Mais bon, il y a eu tellement d'émotions positives, tellement. Moi, personnellement, j'ai tellement
côtoyé de personnes incroyables dans ce club que, quoi qu'il en soit, c'est une aventure Ouais. incroyable, pour ma part en tout cas. Eh ben, c'est formidable et on vous souhaite le meilleur pour la suite. On va changer d'aspect. On a pas mal parlé de votre parcours. On va essayer de rentrer concrètement dans votre casquette d'amateur de football. Euh, Tout simplement parce que je pense qu'il est nécessaire de comprendre comment vous approchez ce sport. Et donc, de façon générale, comment est-ce que vous définiriez votre vision du football? Je la dirais adaptatif, D'accord. pour deux raisons. La première, pour moi, ce qui est important en termes de management, la faculté de pouvoir échanger avec un joueur. On a un discours différent avec toi, Cédric, je vais avoir un discours. Avec celui qui est à côté, je vais avoir un autre discours parce que on n'a pas les mêmes leviers motivationnels, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même centre d'intérêt. Donc, je pense que déjà en termes de management, l'adaptabilité, elle est importante par rapport aux joueurs. Aussi par rapport au discours, parce qu'en début de saison et en fin de saison, c'est pas le même discours, parce que les intérêts sont pas les mêmes. Bien sûr. Donc, je pense que l'adaptabilité par rapport au management, elle est importante. Et après, on va y revenir par rapport au jeu. Ouais. Pour moi, il semble prépondérant d'être adaptable sur l'aspect tactique, par rapport au système, d'être le moins lisible possible, mais après, Ouais. on pourra en reparler. L'adaptabilité, donc dans les deux sens, que ce soit sur le jeu ou, ou dans le management des joueurs. Alors, est-ce que vous avez des principes clés que vous aimez dans le football? Ouais, il y a des valeurs qu'on véhicule souvent aux défenseurs à l'aspect défensif. Mm. C'est le don de soi, c'est la discipline, c'est le courage. C'est les valeurs que doit avoir notamment un défenseur de très haut niveau. Et c'est moi un peu ce que j'aime dans ce sport. Ouais. C'est notamment ces valeurs-là qu'on doit véhiculer quand on regarde une équipe aussi. Donc, je dirais sur l'aspect défensif et les valeurs qui vont avec. Ok, c'est c'est parfait. On va faire un petit jeu, étant donné qu'on est sur la partie des coachs. C'est très simple, ça s'appelle Devine le coach. Je vous donne euh, 4 mots, et puis avec ces 4 mots, vous devez deviner le coach dont il s'agit. Ok, Euh, je sais pas si c'est difficile, je sais pas si c'est facile, mais je ouais. pense que vous avez quand même pas mal de connaissances. On est parti? Allez, Allez. Euh, Premier coach, alors, si je vous dis contre-pressing, énergie, Dortmund, allemand, ouais. Jürgen Klopp, c'est bon. Le deuxième, compact, agressif, transition, Atlético, ouais, Simone, Simeone, c'est facile. ouais. Gestion humaine, grand match, calme, Ligue des Champions. Ancelotti. Ah, j'ai pas mis Ancelotti, Ah, mais on peut le mettre, c'est vrai. ah, J'ai mis Zidane, ok. Je mais en vrai, je pense que les deux, sais pas si tu sais, mais Ancelotti est le seul entraîneur à avoir gagné le plus de Ligue des Champions. le plus de Ligue des Champions. Et quand j'avais mis Ouais, Champions, si je ferais référence au triplé ok. de Zidane, mais Mais c'est vrai qu'Ancelotti, ça. forcément, alors je suis un amoureux de Zidane, Ah ouais, forcément, oui, forcément, bien sûr. forcément, il a traversé ma jeunesse, donc, Ouais, mais je dirais Ancelotti. ok. Ensuite, j'ai pragmatisme, mentalité, provocation et efficacité. José Mourinho, Le special one, ouais. c'est bon. Gegenpressing, école Red Bull, verticalité, tacticien. Euh, j'aurais dit Jürgen Klopp aussi. Jürgen Klopp, on aurait pu, mais celui que j'ai mis, c'était Ralf Rangnick, Ok, pour le gegenpressing ok, en particulier. Euh, et ensuite, jeu de position, facile, ouais. faux neuf, supériorité, contrôle, Pep Guardiola, Pep Guardiola. Et le dernier, football total, interchangeabilité, mouvement, Ajax, euh, Cruyff, Cruyff. On est bon. On aurait aussi pu mettre Rinus Michael. ouais. Les deux vont. C'est pas mal. C'est pas mal, ça va. C'est un bon petit score quand Ça même, va, hein. ça va. C'est un bon petit score. Ça va. Euh, ouais, du coup, fan de Zinedine Zidane? Ouais, forcément. Ouais, Forcément pour tout ce qu'il a apporté. Moi, en tant qu'enfant, quand je l'ai vu, notamment, bon, tout le monde de mon jeune âge, en 98 bien sûr. avec cette Coupe du Monde, mais aussi cette humilité.
cette faculté de vouloir mettre les autres en avant, alors Ouais, qu'il avait un talent extraordinaire. Et après, ce qu'il a véhiculé en tant qu'entraîneur, ouais, c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait. Donc, forcément, un fan absolu de Zinedine Zidane. Zizou. Ouais. En tant que coach aussi? En tant que coach Ouais, aussi. En tant que coach aussi, tu l'as dit, son calme, son charisme, son expérience du très très haut niveau, sa gestion du management, parce que ouais, j'ai pu lire aussi beaucoup de choses et il a eu cette faculté de pouvoir, avec son charisme, manager de très grands joueurs, bien notamment sûr. le vestiaire du Real de Madrid. Ouais, c'est pas facile Ce qui est pour pas le coup. facile et pas donné à tout le monde. Il y en C'est a plein vrai. qui sont cassés les dents. C'est vrai. Donc oui, forcément, un fan du joueur et de Et du l'entraîneur. coach. Et donc, parmi les coachs que vous venez de citer et de trouver par la même occasion, hem, lesquels ont été déterminants dans votre construction en tant qu'entraîneur et pourquoi? Euh, alors, forcément on peut tous les citer Bien sûr. et j'aime moi comme je dis souvent, on a beaucoup d'échanges, comme beaucoup sur le football. Pour moi, il n'y a pas de vérité dans le football. Ouais, C'est pas, il faut avoir de la possession, il faut contre-attaquer, il faut faire du bloc bas. Pour moi, il y a pas de vérité dans le foot et il y a plein de manières de gagner un match de foot. ouais. Il y a plein de manières de gagner des championnats et une Coupe du Monde. Et je Mmh. vais venir notamment, on n'a pas parlé Didier Deschamps, Bien parce sûr. il faut mettre en avant le travail extraordinaire qu'il a fait et j'espère qu'il va encore faire On espère tous, je pense. jusqu'à cet été. Mais donc forcément tous, moi j'aime cette faculté d'analyser ce que recherche le coach. Et moi Mmh. j'aime c'est plus regarder les matchs sur les oppositions de style qui D'accord. s'opposent. Donc une Ouais, expression, Pep Guardiola contre Jurgen Klopp, j'aimais regarder ces matchs-là, ouais, de pouvoir savoir quels sont qui va dominer l'autre par rapport à l'aspect technico-tactique. Il y en a un que tu pas cité que j'aime beaucoup, que j'analyse énormément en ce moment, c'est Arteta ouais, et le Arsenal qui est, pour mon sens, extraordinaire dans ce ouais, qu'ils font. Donc, à l'heure actuelle, j'adore Mikel Arteta ouais, et ce qu'il a fait. Et on a dit tout à l'heure, ils ont laissé du temps. ouais, c'est vrai, Et aujourd'hui, ce ça qu'il est paye. capable de faire aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu le temps de construire son équipe, c'est son modèle de jeu. Il a rajouté pas mal de choses parce que j'aime beaucoup regarder aussi Arsenal. Ouais, Donc ouais, tous ceux-là, ils m'ont inspiré. Didier Deschamps m'a inspiré aussi par son pragmatisme, ouais. parce qu'il était capable de faire sur ces différentes Coupes du Monde, parce que c'est assez fort. Et Mikel Arteta aussi. C'est, heu, c'est formidable. J'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. La première, c'est que, vous prenez le temps de dire que au football, il y a pas de vérité. Mm. C'est déjà très important. Ça permet de briser beaucoup de codes. Ouais, En plus de ça, vous louez, le pragmatisme de Didier Deschamps mm, et on sait qu'il a pas mal été critiqué, à cause de ça ou du moins, du manque de beauté dans le style de bien jeu, sûr. de l'équipe de France. Pour autant, je trouve que c'est aussi essentiel de pouvoir, à la fois louer une équipe qui joue super bien. On l'a vu, le Barça de Guardiola, Bien sûr. bon, quasiment toutes les équipes de Guardiola, c'est Ouais, peut-être sûrement la référence, mais aussi des équipes qui gagnent parce que bah, parfois, à la fin, ce qui compte, ouais. c'est aussi le résultat. Pour un entraîneur, euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on jongle avec tout ça entre vouloir faire du beau jeu et aussi vouloir avoir les résultats derrière? Est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver ou... Non, je pense que c'est les convictions de l'entraîneur, de son Ouais, parcours, de ses convictions qui vont faire que derrière, il va avoir le bon discours pour véhiculer ça aux joueurs. Parce que faut pas oublier que les acteurs principaux, ce sont les joueurs. bien sûr. C'est eux qui sont sur le terrain, qui sont en capacité de pouvoir mettre les idées après des entraîneurs. Mm. Mais non, après, je sais pas répondre à cette question vraiment, parce que moi, réellement, et on a plein de débats, moi, j'aime tous les styles. Bien sûr. Et après, on va peut-être le voir, on va peut-être en parler après de ma vision à moi, mais Mm. il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on peut gagner en faisant du beau jeu, en dominant son adversaire par aspect offensif, mais on peut aussi dominer en restant compact et en faisant des transitions ou être pragmatique comme dit Deschamps et être champion du monde. C'est vrai. Parce qu'à la fin, c'est l'étoile Et, aussi qui compte exactement. pour le coup. Mais Et je pense que tous les Français, voire même au-delà de la France, étaient contents de on cette. on va faire une petite parenthèse juste pour parler. On a souvent parlé
de la génération dorée de la Belgique, Ouais, qui jouait bien, bien sûr. etc. Mais en Qui est fait, au fait. final, elle n'a jamais rien gagné. C'est ça. Et pour autant, quand tu regardais la Belgique, et encore forcément actuellement, tu trouves que c'est plutôt agréable, mais Ouais, c'est pas efficace. Et on va en parler. C'est pas efficace dans les deux surfaces. c'est sûr. Mais bon, ça, c'est la phrase de tous les coachs. On n'a pas été efficace dans les deux surfaces. Bon, Je comprends. Mais c'est vrai, après tout, ben voilà, ce qui reste au final, c'est le résultat. Et ben, il faut savoir aussi, tout autant qu'il faut savoir bien jouer, il faut bien savoir sûr. aussi gagner des matchs. Exactement. Euh, alors, on a pas mal d'entraîneurs, Fabio Capello, entre autres, Julien Stéphan, Pep Guardiola. Je pense que beaucoup s'accordent à dire qu'un entraîneur, c'est quelqu'un qui vole des idées, en quelque sorte, et qui les adapte ensuite à son propre style. Ouais. Vous, vous avez dit que bah, vous vous inspirez un peu de tout le monde, mais alors concrètement, comment est-ce que vous définiriez votre propre style? Je dirais hybride. Ouais, Pour la simple et bonne raison, c'est que je pense qu'aujourd'hui, et on va y revenir, c'est tellement. Le football a tellement évolué, l'aspect tactique est tellement devenu quelque chose d'important. Les joueurs, on va le venir, sont tellement de plus en plus intelligents bien sûr. qu'aujourd'hui, si tu n'as pas cette faculté d'avoir différents systèmes hybrides, ta faculté d'être en capacité de pouvoir avoir des dominations de jeu dans ta maîtrise collective, mais aussi d'être capable de pouvoir contre-attaquer, être capable de varier attaque placée, attaque rapide, et ben derrière, c'est compliqué de gagner un match aujourd'hui. Je parle sur le très haut niveau. Bien sûr. Donc, l'aspect hybride d'une équipe, elle est importante de pouvoir derrière pas être lisible. Parce que aujourd'hui, forcément, il y a tellement d'analyses, il y a tellement de data qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de mettre un plan de jeu en place et de pouvoir derrière contre-attaquer n'importe quel système. Le 4-4-2 de base, aujourd'hui, presque ça ne l'est plus, ça Bien maintenant. sûr. Mais alors, euh, vous dites ne pas être lisible. Comment on peut ne plus être lisible ou on peut ne pas être lisible quand justement ben, on a peut-être des dizaines d'analyses vidéo derrière qui reprennent peut-être les 10 derniers matchs Bien sûr. que vous avez fait et qui regardent ça toute la semaine. Au final, est-ce que, je vais poser peut-être une question un peu bateau, mais est-ce qu'on ne sait pas déjà ce que vous allez faire avant le début du match? Alors, pour moi, l'aspect hybride, en fait, c'est pendant le match d'avoir la faculté de pouvoir changer de Le système. système. En fait, de passer d'une ligne à 4 à une ligne à 5, d'être en capacité, je vais donner un exemple, de commencer sur un système défensif en 4-2-3-1, en bloc plutôt haut, médian, et quand tu es en bloc bas, de passer sur un 5-2-3, mais du coup, tu passes d'un joueur offensif sur un bloc haut Ouais, à 3, mais du coup, tu es 3 joueurs sur l'aspect défensif en bloc bas. ouais, Derrière, sur l'aspect de transition, tu vas faire beaucoup plus mal à l'adversaire. bien Et en sûr. fait, c'est cette faculté sur des temps de jeu de mettre en difficulté l'adversaire parce que l'incertitude du moment des joueurs, c'est à ce moment-là que tu Bien dois sûr. leur faire mal. Parce C'est que, sûr. alors oui, forcément, qu'il y a des temps que l'adversaire va analyser, que du coup va te contre-attaquer. Mais il y a des moments du match où c'est ces moments, moi, que j'appelle d'incertitude, où là, il faut performer, parce que c'est à ce moment-là que tu peux faire mal à l'adversaire. Parce Ouais, que ça reste des joueurs où il y a une continuité dans le jeu, donc les joueurs, il y a ce manque parfois de concentration, ce manque de, de vision du jeu à un moment ok. donné, de la situation qui fait que tu peux faire mal. Mais si tu fais toujours la même chose, C'est compliqué, c'est ça vrai. reste, ça reste que ma vision, Bien sûr, bien sûr. forcément. Et ça se comprend. Mais de la même manière, j'ai envie de vous dire que ça nécessite alors d'avoir des joueurs qui sont capables de, ben voilà, d'avoir cette adaptabilité-là, de changer peut-être de Mm, position très rapidement et surtout de se dire que, ah ben voilà, récupération en transition, transition défensive, on passe à 3 transition offensive, on repasse à 4 ouais. ou, ou autre. C'est un travail qui est long à l'entraînement pour inculquer ça aux joueurs et peu importe le niveau, même au niveau professionnel. Bien sûr. Bah, forcément, aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a la première, il y a la première partie d'analyse. Parce que forcément, il y a l'analyse de l'adversaire Bien sûr. qui va rentrer en compte. Donc, c'est quels vont être les espaces à aller chercher, quels vont être les espaces à fixer, quels vont être les espaces d'avantage à aller derrière créer pour pouvoir mettre en difficulté l'adversaire. Donc, il y a cette première partie d'analyse. Mm. Et après, il y a
la deuxième partie vidéo et terrain, que ce soit sectoriel, que ce soit avec le bloc complet, de pouvoir travailler des aspects spécifiques, des situations de jeu qui vont se répéter. Ce qui est important, encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure sur l'adaptabilité, sur la faculté, il faut que les joueurs ils soient en capacité de se dire la situation, je la connais, je l'ai vue, Mm. et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on modifie certaines choses. D'accord. Mais c'est un gros travail, Ouais. forcément. Et, et alors, dans quelle mesure justement ces changements tactiques ont un impact dans un match? Est-ce que ça... Alors, parce que on y travaille, on réfléchit, on analyse l'équipe adverse, on met en place un plan de jeu, mais la réalité du terrain, elle est souvent totalement différente. Quel impact concrètement, ben voilà, le coach adjoint ou bref le staff dans sa globalité a sur la réussite, on va dire, d'une équipe ou d'un match? C'est une très bonne question. Et pour moi, il y a, et on l'a dit, pour moi, il y a deux choses. Pour moi, la réussite d'un entraîneur, d'un staff, c'est de diminuer l'incertitude du jeu. Ouais. En fait, c'est plus tu vas mettre des situations de jeu en place. Et moi, ce que j'appelle beaucoup, je travaille beaucoup sur les situations préférentielles d'un match de très haut niveau. Qu'est-ce qui se répète le plus dans un match? Bien sûr. De le travailler et de donner des repères de jeu aux joueurs. Donc ça, c'est la grande partie qu'il faut travailler énormément et de diminuer cette incertitude. Et après, il y a l'incertitude du jeu, tu l'as dit, et celle-ci, le coach, le staff, c'est pas nous qui sommes Ouais. responsables, c'est les joueurs sur le terrain. Et en fait, pour moi, plus tu diminues ça, plus le joueur, après, va avoir cette fraîcheur mentale, cette fraîcheur après aussi tactique de Mhm. pouvoir répondre à cette incertitude. Et pour moi, la différence entre un très grand joueur et un bon joueur, c'est sa faculté qu'il a à répondre à l'incertitude du jeu. Ouais. Marquons une courte pause dans l'interview pour apporter quelques précisions sur l'incertitude. Alexis Baudet nous a gentiment partagé l'une de ses fiches de travail. C'est sa réflexion et ses travaux qu'il m'autorise à partager avec vous. Je cite, l'incertitude agit comme un frein mental et émotionnel, empêchant le sportif de se concentrer pleinement sur sa performance et d'atteindre son plein potentiel optimal. Il dégage 3 indicateurs d'incertitude chez le joueur, la baisse de la performance, l'augmentation du stress et de l'anxiété, et l'impact sur la motivation. Le fait de réduire l'incertitude permet de diminuer ces indicateurs de contre-performance, permettant au joueur d'atteindre son plein potentiel optimal sur le match. C'est c'est une approche que je trouve assez scientifique, un peu mathématique du football, de se dire que ben voilà, dans un match, on a peut-être 10 situations ou 8 situations qui sont généralement les mêmes. Ouais, Alors on va focus un maximum sur ces 8 situations. On va faire répéter les joueurs encore et encore sur une situation qu'ils connaissent ou qu'ils vont pouvoir voir. Et puis les deux dernières situations, ouais. alors c'est un peu pas vraiment leur talent, mais leur capacité à s'adapter, à la réalité du terrain et à se dire, ben voilà, peut-être que là, je dois faire le changement d'aile, je dois fixer ou je dois aller dribbler. Exactement. Alors que ben, généralement, dans le match ou en séance d'entraînement, on avait vu ce circuit préférentiel-là Ouais. qui fait que... C'est ce qui fait la beauté du football. ouais. Et aujourd'hui, clairement, aujourd'hui, euh, pourquoi on aime tous le football? C'est parce que parfois, il y a des choses qui sont complètement dérisoires. On se dit, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Ouais. Mais parce qu'il y a eu juste un petit aspect, je vais dire une bêtise, une touche qui est jouée vite, mais celle-là, on peut pas C'est vrai. l'anticiper, Ouais. cette situation d'une touche qui est jouée rapidement. On pourra faire toutes les séances d'entraînement du monde, cette situation inventée dès que la touche est jouée rapidement, mais comment va gérer le bloc, le défenseur, le latéral. Ouais, Et ça, pour le coup, il n'y a que lui sur l'instant T, individuellement et après collectivement, que ça va répondre. bien sûr. Donc vraiment cet aspect de diminuer Ouais. l'incertitude euh, du, euh, du terrain. Et donc, vous n'êtes pas forcément obsédé. Alors, certains entraîneurs plutôt sont obsédés par la tactique. D'autres, c'est le management. Vous, ce qui vous passionne, c'est tout. Ouais, j'aime avant tout le management, parce Ouais. que pour moi, si tu es pas en capacité de pouvoir faire adhérer tes idées aux joueurs, euh, en fait, tu peux avoir toutes les idées extraordinaires du monde, tu pourrais être le meilleur entraîneur du monde, si tu pas en capacité de faire adhérer ton discours et tes idées aux joueurs, parce que, encore une fois, c'est eux les acteurs, Bien sûr, on va nulle et part. ben, donc
pour moi, le socle de tout, c'est le management. C'est comment tu vas gérer individuellement, collectivement ton groupe Mm. et comment tu vas le faire progresser individuellement et collectivement. Et vous parlez de management, je repars, je fais un petit rétro quand vous étiez par exemple au HAC ou au club des municipaux. On sait que généralement, les joueurs professionnels, voilà, c'est des joueurs qui sont matures. euh, le football, c'est leur métier. Quand c'est des jeunes, comment est-ce qu'on gère ce management-là? Comment, parce que chacun a sa personnalité, chacun sûrement ses problèmes quotidiens, c'est la jeunesse, c'est l'adolescence. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour à inculquer, à donner, à faire comprendre aux jeunes? Je pense qu'il faut être en capacité déjà de pouvoir parler à l'homme. Moi, je porte beaucoup d'intention avant de parler du joueur. C'est qui est en face de toi, quel est l'homme, qu'est-ce qu'il a envie, c'est quoi ses objectifs. Ouais, Et en fait, il faut que ça vienne du joueur, qu'il soit jeune, qu'il soit au niveau amateur ou professionnel. C'est où tu veux aller. bien sûr. Ok, tu veux aller là, et bah maintenant on va mettre ces étapes-là. On va d'abord aller jusqu'ici, et si tu arrives à aller jusqu'ici, bah du coup on va aller la prochaine étape. Et je pense qu'il faut d'abord parler à l'homme, parler aux jeunes, euh, de pouvoir derrière le- le- l'emmener au maximum, en tout cas ce que l'entraîneur peut apporter. Bien Mais je sûr. pense que d'abord avant de parler du foot purement, il faut parler à l'homme, parce que Ok. clairement, il est quoi? 1 heure et demie footballeur. Ouais. Après, dès qu'il sort du terrain. Ça reste un gamin Ouais, exactement. comme tout le monde, comme ceux qui ne jouent pas au foot ou ceux Exactement. qui font notre sport. C'est c'est assez instructif. Pourquoi? Parce que vous mettez donc toujours au centre la notion d'homme. Et je pense que vous voyez le footballeur d'abord comme un être humain avant de le voir comme un joueur de foot. Oh, Et, et, oui. et ça, non, mais Ouais. je tiens à le souligner Ouais. parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde et pas forcément que ce soit des entraîneurs, des dirigeants ou même des amateurs de Bien football. sûr. On oublie parfois souvent le côté humain du sport. Alors que je trouve que c'est comme vous, c'est peut-être par là que les idées, elles rentrent plus facilement. Ou avant d'adhérer à Alexis Baudet en tant que coach, on adhère d'abord à Alexis Baudet en tant qu'homme. Et c'est Exactement. ce qui permet après de redonner sur le terrain. Ouais. Totalement d'accord avec toi. En tout cas, c'est comme ça que moi je conçois euh, l'entraînement, Ouais. que je conçois la progression du joueur et des idées qu'on va mettre en place. C'est avant tout par la faculté de parler d'abord à l'homme. Bien sûr. Il y a un deuxième aspect. Alors, vous vous doutez bien, j'ai fait quand même mes petites recherches. Il fallait. Il y a un deuxième aspect que je trouve formidable chez vous. C'est la notion de réflexion que vous cherchez à inculquer à vos joueurs. Et je vais vous montrer une petite vidéo que je pense que vous connaissez. Hop. L'intention qu'il a de venir fixer, c'est que dans sa tête, il se dit quoi? L'espace libre, il est à l'opposé. Dans votre réflexion de joueur de niveau, c'est ça. Je vais fixer pour un intérêt. L'intérêt, c'est parce que c'est Amine qui va avoir un temps. Et c'est pas moi. Mais c'est grâce à moi que Amine va avoir un temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, avant d'aborder la vidéo en elle-même, du Ouais. contexte de la vidéo, dans quel... vous étiez au Havre à ce moment-là, quand vous faites cette Je vidéo? suis au oui. Ouais. Voilà, quelle équipe c'était et dans quel contexte est-ce que vous dites ça? Alors, je suis dans un contexte à Clairefontaine. Ouais, Je suis en passage pédagogique pour le certificat d'entraîneur spécifique, d'accord. où chaque séance qu'on aborde, on est filmé et avec un micro, et derrière, on met en place la séance d'entraînement. Et puis après, avec les formateurs, on débat sur la séance d'entraînement. Donc le contexte, c'est à Clairefontaine, et c'est avec le groupe des U17 de Amiens, du centre de Ok, formation d'Amiens. d'accord. Formidable. Alors, je reprends. J'ai un peu reformulé ce que vous dites dans la vidéo. Euh, Dans votre réflexion de joueur de haut niveau, je vais fixer pour un intérêt qui est de donner du temps à mon partenaire à l'opposé. Vous insistez sur l'importance d'amener les joueurs à réfléchir par eux-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Parce que comme je l'ai dit, les maîtres du jeu, c'est les joueurs. Et si les joueurs ils sont en faculté d'être dans une analyse du jeu,
et ben, derrière, on va revenir encore une fois, ils diminuent l'incertitude. Bien sûr. Plus ils vont analyser la situation de jeu, plus ils vont être maîtres de ce qu'ils font, plus derrière, ça va être facile derrière de pouvoir performer. Ouais. En parlant d'incertitude, je rebondis rapidement. Dans une autre vidéo, vous dites le mouvement crée l'incertitude chez l'adversaire. Euh, Est-ce que vous pouvez le développer? Ouais. Ça paraît simple, mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis sur cette citation, sur votre citation Ouais. pour le coup. En fait, tu vois, ça revient, mes idées sur le fait que ce soit un aspect hybride. Ouais, C'est plus tu vas être dans un mouvement perpétuel, plus l'analyse de la situation pour l'adversaire elle va être complexe. Je dis un exemple, si un excentré, il reste toujours large, long de ligne, pour un latéral, peut-être la première fois, il va se faire avoir. Au bout de la deuxième situation, il va analyser la position et derrière, ça va être facile de répondre mm, tactiquement. Encore une fois, quand je parle des joueurs de haut niveau, bien ils sont sûr. capables. Par contre, si sur une situation, tu es à sa hauteur, sur une autre situation, tu es à 5 mètres de lui, donc plus bas, une autre situation, tu es à l'intérieur, ou alors tu es à l'intérieur, tu vas à l'extérieur, tu es à l'extérieur, tu vas à l'intérieur, là, tu le mets en difficulté. Bien sûr. Et donc, euh, il y a cet aspect d'analyse à la fois hors du terrain, avant le match, on Mhm. peut le dire, et pendant le match. C'est-à-dire que chaque joueur doit être en capacité de réfléchir, de se poser des questions et de savoir, ben voilà, où est-ce que je dois me placer, pourquoi est-ce que je me place là-bas. Bien Et le sûr. pourquoi, je pense que c'est Ouais, surtout, c'est très ouais, important. exact. Oh que oui. Et je pense qu'on l'oublie souvent. Ouais, Euh, Parce que chaque mouvement, chaque déplacement a un sens, vous le dites. Si je vais fixer pour un intérêt, donc la fixation de mon partenaire ou du joueur permet à un autre joueur, à l'opposé, d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'espace ou autre. Donc, euh, mettre de l'importance sur le pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et ma question, c'est alors quelle analyse, quelle question, quelle réflexion est-ce qu'un joueur doit avoir pendant un match, justement? on va contextualiser, comme ça sera plus Ouais, facile. On va parler pour des défenseurs centraux. d'accord. La première question que pour moi, il doit se poser, que j'arrête pas de leur dire, c'est déjà d'identifier le rapport de force en phase 2. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un attaquant? Mm. Est-ce qu'il y a deux attaquants? Ou trois? Parce que euh, par rapport au rapport de force, on va pas avoir les mêmes zones de fixation. On va pas avoir les mêmes zones d'avantage. Donc déjà, au départ, ils doivent identifier le rapport de force qui est en phase 2. Ensuite, la deuxième question, c'est d'identifier est-ce que l'adversaire va défendre à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, du coup, les espaces vont pas être les mêmes. Et la troisième, c'est les trois questions Ouais. qui sont obligés de se poser, que j'arrête pas de leur. Même à la mi-temps, je leur pose la question. Et la troisième, c'est est-ce qu'il y a un starter de pressing? C'est-à-dire, est-ce que c'est le central gauche? Il y a le changement d'intensité de l'adversaire, c'est le central gauche qui l'a ou c'est le central droit? Parce que si j'ai identifié ça, d'ailleurs, je peux répondre à la situation derrière parce que l'avantage, on sait qu'il va être à l'opposé rapidement. Ces trois questions pour les défenseurs centraux, elles sont prépondérantes sur l'aspect offensif et c'est exactement la même chose sur l'aspect défensif. Et on va un peu revenir. Je leur donne deux aspects. Je différencie la vigilance de la concentration sur l'analyse. En gros, la vigilance, pour moi, c'est quand le ballon il est assez éloigné, le défenseur doit avoir la faculté d'identifier le rapport de force qui est en face de lui. Est-ce qu'il y a D'accord. un attaquant, deux attaquants, où ils sont, dans quel intervalle ils sont. Et plus le ballon va s'approcher, plus on bascule dans la concentration, donc là, dans la maîtrise de son espace de jeu. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, on a identifié la situation de jeu. Je sais que tel et tel joueur sont dans cet espace-là. Ouais. Et là, à ce moment-là, je peux répondre à la situation. Est-ce que c'est ça le haut niveau? C'est ça le haut niveau. Parce que c'est vrai que en comparaison, on dit souvent du haut niveau que bah voilà, ça joue plus vite, ça va plus vite. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Ou du Non. moins, quand je vous entends parler, Ouais. je me dis qu'il n'y a pas que ça. Le simple fait, par exemple, d'identifier le starter du pressing de l'équipe adverse, c'est aussi de savoir peut-être à qui est-ce qu'il ne faut pas donner la balle. Exactement. Et le Exactement. truc, c'est que si on n'est pas capable de le voir, Ouais. on peut rater toutes nos sorties de balles, Ouais. tout simplement parce qu'on donne toujours le ballon au mauvais joueur, entre Ouais. guillemets. Et, et ce que vous dites, ça marque vraiment, je pense, une sorte de différence, de cassure peut-être avec la vision qu'on a peut-être du haut niveau, où en se disant, bon, ben voilà, c'est juste contrôler, passer rapidement, essayer de voilà, être
avoir cette capacité d'enchaîner les gestes Ouais, rapidement, mais c'est d'abord réfléchir ouais, plus vite exactement. avant de peut-être de Ex- jouer plus vite Exactement. avec les pieds. Et c'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant. Mais si on applique ça au niveau, on se dit peut-être d'une certaine manière que c'est normal pour eux, parce que ben voilà, il y a l'analyse vidéo un peu tout le temps, que c'est ce qu'on leur répète. Dans le monde amateur, est-ce que c'est possible pour un joueur, je sais pas, de 15, 17 ans, 16 ans, de, d'avoir cette même réflexion-là, de se poser les mêmes questions, d'arriver justement très tôt à avoir ce niveau de maturité-là dans le jeu? Je pense que oui. Après, c'est une question vraiment d'apprentissage, de cette faculté dès le plus jeune âge, encore une fois, là, je te réponds c'est toutes les étapes Bien sûr. qui sont importantes que là, un joueur pro. Mais si par exemple, on se dit, il y a des étapes par rapport à un U15, peut-être que juste sa première étape, ça va être juste d'identifier en face de lui, en phase offensive, est-ce qu'il y a un seul attaquant, deux attaquants, trois attaquants. Mm. Et en fait, juste que si à la fin des U15, le joueur est en capacité pendant un match de juste identifier ça, c'est qu'on a déjà passé un cap sur l'analyse et l'intelligence de jeu. Après, passé en U17, on va commencer à basculer. Est-ce que l'adversaire ferme intérieur ou extérieur? Bien Et sûr. après, 19 réserves, de commencer à Mhm. basculer sur la notion de starter de l'adversaire, etc. Mais je pense que c'est une question encore une fois, d'approche, Ouais, de la formation d'apporter aux joueurs. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, le joueur n'a qu'une envie, c'est de progresser. ouais, Aujourd'hui, je l'ai vu aujourd'hui, n'importe quel joueur, qu'il ait 300 matchs de Ligue 1 ou qu'il en ait deux, le joueur, il veut progresser encore. Il ouais, veut apprendre encore, constamment, constamment. Donc, c'est juste une question de vouloir apporter aux joueurs ouais. des différents aspects. Et ces questions-là, par exemple, que vous avez peut-être, je sais pas moi, rédigées ou Ouais. est-ce que ça vient de vous et de votre analyse, entre guillemets, du poste, par exemple, de défenseur, parce que c'est de ce poste-là qu'on parlait, ou c'est un peu, voilà, peut-être ce qu'on vous a appris au Havre, là où Ouais. vous avez fait vos gammes, ou après au Paris FC? Alors, non, c'est vraiment. Non, parce que forcément, je suis un travailleur acharné, tu Ouais. l'as dit juste avant. En fait, c'est pas me mettre en avant, c'est parce que je suis comme ça. Mm. J'aime analyser, j'aime réfléchir. J'aime réfléchir pour pouvoir apporter au joueur. Et en Ouais, fait, je me mets toujours à la place du joueur et je me dis, qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'il puisse performer? bien Et sûr. en fait, euh, tu l'as dit, en fait, toutes ces choses-là, je les ai contextualisées dans des PowerPoint, j'ai tout, des aspects vidéo, etc. J'ai tout pour pouvoir donner un maximum d'ingrédients aux joueurs pour qu'ils puissent performer. Et ça, en tout cas, ça, c'est mes idées. Bien sûr. Ce que je te dis, c'est mes idées, c'est comment je les vois. Alors, est-ce que j'ai raison ou pas? Je sais pas. En tout cas, c'est mon idée et c'est comme ça que je vois le haut niveau et comment on peut apporter et faire progresser le joueur. Ouais. Et ben, le PowerPoint, alors, il doit être bien lourd, je pense, à partager. Mais c'est formidable. Je pense que d'une certaine manière, voilà, quand on veut progresser, on est forcé de travailler pour comprendre. Et j'avoue que, ben voilà, pour arriver à pouvoir discerner quels sont les aspects sur lesquels les joueurs doivent Ouais, travailler, ben, il faut à un moment donné se poser et y réfléchir et exactement. analyser. Et c'est un temps ben, ça prend du temps, mais, Ouais. à la fin, je pense que ça paye. Euh, J'avais une question. On va rester encore un peu sur les défenseurs. Vous avez dit défendre lorsqu'on a un attaquant, deux attaquants ou trois attaquants, c'est pas la même chose. Ouais. Euh, Encore une fois, question bateau. Qu'est-ce qui diffère? C'est le comportement, c'est comment, je vais dire en fait, c'est un comportement collectif. Comme ça, je vais te contextualiser. Si mon latéral sort chercher le 1 contre 1 avec l'excentré, donc du coup, il ouvre l'intervalle. Ouais, Mais s'il a identifié avant qu'il y avait deux attaquants ici, ça veut dire que si lui il sort et que les deux attaquants ils fixent les deux défenseurs centraux, bien sûr. il sait que dans sa tête, le défenseur central, forcément, la faculté qu'il va venir couvrir elle va être moins importante. Bien sûr. Donc du coup, son comportement latéral,
dans sa tête, il sait que il a identifié qu'il y a un attaquant qui est fixé par le défenseur. Donc, Ouais. son comportement quand il va sortir, elle va être différent que si il y en a qu'un. Bien sûr. Parce que du coup, l'autre central peut aller chercher l'attaquant et donc, du coup, l'autre central peut faire sa couverture. Et Ouais. en fait, les comportements diffèrent par rapport au rapport de force. Ouais. Tu ne défends pas de la même manière collectivement quand il y a un attaquant, deux ou trois. Ouais. Donc, ouais, encore une fois, je pense on voit comment vous dites, on défend pas de la même manière collectivement. Le défenseur central est lié à son partenaire, Ouais, à son latéral et peut-être même au latéral complètement. qui est à l'opposé. Et donc c'est essentiel, je pense, de réfléchir, ben voilà, en tant qu'équipe, mais aussi par ligne, Hmm. comment est-ce qu'on se Ouais, déplace, est-ce qu'on se déplace correctement. Et comme vous l'avez dit, les séances vidéo par deux, par trois, les focus défenseurs, je ouais. pense que c'est le moment où... C'est le moment où tu mets des vrais repères et encore une fois que tu fais réfléchir le joueur. Encore ouais, une fois, je vais parler rapidement du latéral. Le latéral, dans sa tête, quand il sort sur le premier temps de jeu, parce qu'en fait, bon, le latéral en district ou le latéral au haut niveau, il va sortir chercher le 1 contre 1. Bon, ça, que ce soit en district ou en pro, tu le fais. Maintenant, c'est dès que tu es sorti et que le ballon change de zone, c'est quoi ton comportement sur ton deuxième temps? Parce que tu l'as ouvert l'intervalle. bien sûr. Il va y avoir ce deuxième temps de venir refermer l'intervalle, ton troisième temps de stabilité, de redentifier, parce que quand tu es sorti, il y a des joueurs, ils ont bougé. Bien Donc du sûr. coup, tu es revenu fermé, mais tu dois avoir une analyse de la situation, parce que tu étais focalisé sur la concentration, je te disais tout à l'heure, Ouais, tu reviens, le ballon échange de zone, tu n'es plus en concentration, mais tu es en vigilance. vigilance. Ouais, Et donc du coup, là, à ce moment-là, ton comportement est plus le même, parce ouais, que d'ailleurs, tu vas être... Ton comportement va différer par rapport à ton partenaire qui, lui, va être en concentration. Et en fait, tu as toujours cette faculté de pouvoir être en réflexion que moi j'ai un comportement, mais ça diffère le comportement de mon partenaire, ouais, et après ainsi de suite. Donc c'est constamment un travail de coopération, un travail de connexion perpétuelle. Et là on parle de la ligne, mais après on peut travailler la connexion avec l'excentré, le bien sûr. latéral. Bien sûr. Du coup, ben voilà, concentration, vigilance, Ouais, réflexion. Euh, Tout ça, ça fait partie, ça englobe l'intelligence de jeu. Euh, et c'est vrai que c'est pas toujours ce qu'on met en avant ouais, dans le football. Mais pourtant, je crois que c'est ce qui suscite le plus d'admiration quand ça s'exprime réellement, quand ouais, on voit un joueur qui a justement cette capacité à réfléchir, à se poser les bonnes questions, et ça se voit, et ça se voit ouais. sur le terrain. Euh, Peut-être parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile Ouais. à faire, à travailler. Mais alors, vous, en tant qu'entraîneur, comment est-ce que on développe l'intelligence de jeu chez un joueur? Bah, on en a un peu parlé au fur et à mesure Mm. de l'échange. C'est cette faculté déjà, en tant qu'entraîneur, d'analyser déjà les caractéristiques du championnat, parce que c'est important, c'est de dire aujourd'hui, le joueur il est en tel championnat, aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui, la réponse et ton quotidien, c'est ça. La Ligue 2, c'est ça. La Ligue 1, c'est ça. Et Donc ça, c'est quoi les caractéristiques de la Ligue 1? la caractéristique de la Ligue 1, en fait, t'as cette en fait, elle est tellement belle cette Ligue 1, c'est qu'en fait, il y a diverses. On parlait des modèles de jeu, tu as Ouais. différents modèles de jeu. Tu vas jouer le PSG et tu vas jouer le FC Lorient. Et ben, les modèles de jeu, ils vont être complètement différents et tu dois être en capacité. De t'adapter, ouais. Tu as répondu tout seul. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, ce qui est moins le cas en Ligue 2. En Mm, Ligue 2, vraiment, il y a vraiment des caractéristiques qui reviennent mm, sur beaucoup des équipes en transition, beaucoup d'attaques rapides. Et donc, du coup, quand tu, quand tu travailles, et notamment en Ligue 2, pourquoi on a performé, tu disais, sur la deuxième saison, parce qu'on a beaucoup travaillé, notamment aussi défensivement, sur mhm. ces situations de défense en crise parce qu'on dominait tellement les adversaires, on était très haut, etc. Donc il fallait gérer ces situations-là. On a aussi performé sur ces aspects-là. Bon, sur l'aspect offensif, on était tellement dominant que, comme tu l'as dit, c'est aussi beaucoup de buts marqués. Mais il faut déjà au départ analyser le contexte dans lequel tu es. Pour moi, c'est prépondérant pour pouvoir derrière faire développer le joueur. Ok. Euh, et donc, une fois qu'on a analysé justement l'intelligence de jeu pour l'entraîneur, Ouais. comment est-ce que le joueur lui-même peut améliorer son intelligence de jeu? Bah, par l'entraînement, déjà forcément, par l'aspect que l'entraîneur peut mettre en place différents procédés, que ça soit
sectorisé par ligne, sur l'aspect individuel. On faisait beaucoup aussi de travail individuel sur des prises d'informations Mm. différentes, avec ballon, sans ballon, de pouvoir en fait répéter des gestuels de... En fait, parce que souvent on dit, tu sais, il y a la phrase de faut pas regarder que le ballon. Mais qu'est-ce qu'on regarde du coup? C'est vrai. Bah, les joueurs, les adversaires, leur positionnement, Ouais, mais tout, pas bien tout. sûr. Je pense qu'il faut se recentrer sur le joueur. Toi, ce qui est important Mm. à ton poste, c'est regarder ça. Ouais. Concentre-toi sur regarder cet aspect-là. euh, Parce que on peut pas, ça va tellement vite que c'est impossible de dire aux joueurs de regarder ce que va faire l'attaquant, l'excentré à l'opposé. Il faut quand même rester assez cohérent dans l'intelligence du jeu parce que ça va tellement vite. Il y a tellement de qualité en face. Mm. Et puis en plus, on leur dit, il y a aussi l'incertitude parce que sur l'aspect défensif, quand il y a Mason Greenwood qui vient en 1 contre 1, il peut Ben, rentrer intérieur, extérieur, il peut tout faire. Et là, l'incertitude, c'est que le talent du défenseur qui va gérer la situation par mm, Mason Greenwood. c'est vrai. Mais avant, il y a plein d'autres situations qu'il aura dû analyser pour essayer de diminuer l'incertitude de Greenwood sur le 1 Vis-à-vis contre du 1. duel, ouais. Exactement. Je comprends. Et donc, dans votre rôle d'entraîneur, vous en avez construite des séances d'entraînement. Ouais. Euh, Comment est-ce que ça se fait? Quelles sont les étapes et les principes clés pour réussir sa séance déjà? Bah, la première, c'est l'analyse de l'adversaire par rapport au système adverse. Ouais. Euh, c'est important de contextualiser chaque séance d'entraînement. Quel contexte tu veux mettre en place pour le joueur? Il faut lui expliquer Et pourquoi. c'est tellement important parce que si tu expliques pas au joueur c'est tel contexte, et ben derrière le joueur il va pas être focus mentalement, techniquement, tactiquement à se dire ok, ce contexte c'est celui-ci et on va travailler sur ce contexte-là. Mm. Offensif, défensif, transition, coup de pied arrêté, peu importe le contexte, on est mené au score, on mène au score. Parce qu'on aime beaucoup faire ça aussi, c'est voilà, il reste 5-6 minutes, on perd 1-0. euh, Comment est-ce qu'on réagit? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et nous, ce qu'on aimait bien aussi faire avec Stéphane, c'est qu'on en faisait exprès. On sifflait tout, on sifflait rien. Ouais, Les fautes, nous, du coup, les joueurs, ils s'agacent et tout. Mais tu rentres dans. T'essayes un petit peu de rentrer dans un contexte, de te rapprocher du match, parce que c'est ça la réalité ouais, qu'ils vont avoir le week-end. Donc, pour moi, le plus important, c'est de contextualiser ta séance d'entraînement par rapport à l'analyse de l'adversaire. Et puis après, si tu peux sectoriser par du travail spécifique, etc., de pouvoir pas mettre tout de suite le 11 contre 11, parce que derrière, il y a tellement de situations qui vont se mélanger, bien sûr. parce que c'est le jeu et la continuité qui va le demander. Et ben derrière, tu peux travailler par ligne, et après fusionner 2 lignes, et après fusionner le bloc. Et là, derrière, tu commences je pense, à rentrer dans quelque chose qui va se rapprocher de plus en plus du match. Ouais. Euh, Au risque de me répéter, mais encore une fois, tu disais euh, le fait, par exemple, de prendre des contextes, le 1-0 pour l'équipe adverse, où on perd, il reste 5-6 minutes, l'arbitre qui siffle rien de Ouais, notre côté. euh, c'est ça, c'est ces contextes-là qui permettent de diminuer l'incertitude, du coup, après le fait de se dire, bah, je suis dans un stade, euh, qu'importe l'équipe contre laquelle je joue, mais il reste 5 minutes de jeu, je perds, et mm, ben je sais, parce que j'ai déjà vu. C'est ça l'idée qu'il y a derrière? exactement. Ouais. Tout à fait. En fait, c'est parce que qu'est-ce qui va se passer quand on va dire aux joueurs, tu perds 1-0, il reste 5 minutes? Ça va être quoi l'idée prépondérante Aller marquer. Il tout de faut, suite? faut aller marquer, ouais. Tout de suite, on va tout de suite vouloir jouer très vite. On va tout de suite se précipiter dans tout ce qu'on va faire. Et du coup, sur l'aspect aussi de la prise d'information, d'analyse de jeu, et ben du coup, pareil, t'es plus focus parce que t'es omnubilé que par le fait de perdre et derrière d'être en stress de vouloir tout de suite marquer. Et donc, du coup, tu rentres vraiment aussi dans l'intelligence de jeu et dans l'intelligence De des scénarios situation, et ouais. des situations. Ouais. C'est formidable parce que ce que vous dites, ça s'applique au monde professionnel, mais ça peut surtout s'appliquer au monde amateur. Ah oui. Et c'est intéressant parce que c'est des vrais outils, c'est Ouais. des clés. Je sais pas, des situations où on perd 1-0 et Mm. qu'il reste 5 minutes, on le voit dans tous les Ouais, niveaux, ah oui. du district Ouais. jusqu'en Ligue des Champions ou en Coupe du Ouais. Monde. Et donc, ça, c'est des choses qui sont utiles à comprendre, à savoir, je pense, pour des entraîneurs, pour des amateurs de football, pour des joueurs aussi, de se dire que ben, quand je suis à l'entraînement et que le coach siffle pas, c'est frustrant. Ouais. Mais si ça se passe sur le terrain,
je sais que ben, cette petite faute, cette petite poussette que je fais parce que je suis frustré d'avoir un peu fait mon contrôle trop long ou parce que mon partenaire a pas fait la bonne passe, ben, je vais pas faire la faute. Parce que si je fais la faute, ben, je perds la balle et bah, là, l'équipe adverse et je perds du temps et au final, je j'arrive pas à mettre ce but-là. Donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est des outils qui sont utiles et qui sont applicables, en fait, peu importe le niveau dans lequel on évolue. Ouais, je pense que c'est le plus important en tant qu'entraîneur, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'un match de foot et comment le contextualiser? En fait, c'est simplement de se dire aujourd'hui, c'est quoi un match de foot? C'est on est mené au score, il reste 5 minutes, il reste 35 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire du jeu? Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place sur le terrain pour pouvoir mettre en place ses idées? Et en fait, c'est juste, comme je te disais, l'entraînement, c'est important, c'est de contextualiser pour se rapprocher un maximum du match et encore une fois, je vais me répéter, mais de réduire l'incertitude Réduire du l'incertitude. jeu. Ce sera le titre, Ah. le titre de la vidéo, réduire l'incertitude. Ah. Mais non, c'est une idée clé qui est super, super intéressante en tout cas. Euh, du coup, en près de 10 ans, vous êtes passé du monde amateur au monde professionnel. Je trouve que vous êtes une preuve que c'est possible, parce que c'est vrai que c'est compliqué et c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. En termes de sacrifice et de travail, à part des gros PowerPoint, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a fallu, qu'est-ce que ça vous a demandé concrètement? Euh, Pas de week-end, pas trop de sortir. Ouais, Pourquoi? Parce que quand j'étais dans le monde amateur, j'avais trois quatre équipes. Donc du coup, j'entraînais, on avait les matchs le samedi, le dimanche matin. Donc du coup, ce qui fait que on dit aux joueurs, faut pas sortir, parce qu'il faut être prêt. Mais bah, du coup, c'est aussi la même chose pour les entraîneurs. En tout bien cas, sûr. moi, j'ai cette même faculté. Je ne vais pas dire à un joueur, il faut que tu sois le performant, de dormir de bonne heure, de bien manger, de ci, de ça. Si lui, l'entraîneur, il fait n'importe quoi. Donc pour moi, c'est important aussi de ça. Donc du coup, bah, des sacrifices je sortais pas trop avec mes amis parce que le week-end, je travaillais. La semaine, on faisait les séances assez tard. Donc du coup, tu rentres tard. Donc du coup, tu sors pas. Donc du Bien coup, sûr. tu manges, tu vas te coucher parce que le lendemain, tu répètes la journée. Donc un sacrifice, mais même si pour moi, ça n'a pas été un sacrifice parce que c'est une passion. Je sais la chance que j'ai aujourd'hui de faire mon métier ma passion. Mm. Donc ça n'a jamais été un sacrifice. Mais oui, quand tu prends un peu de hauteur, tu dis, je n'ai pas trop profité entre guillemets, de ma jeunesse. Mais ça, puis après, moi, le travail, Après, pas profiter pour se retrouver au Parc des Princes ou au Vélodrome. ça, voilà, Je pense que je exactement. pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de C'est football c'est- qui. c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, j'ai la chance, Ouais. en tout cas, j'ai eu la chance de vivre ça. Donc, c'est absolument pas des sacrifices, mais des choses qui ont été nécessaires pour pouvoir. Faut y arriver, ouais. Exactement. Et donc, dans votre parcours, est-ce que vous avez eu des rencontres, des mentors, des personnes qui ont été déterminantes pour vous? Il y en a trois que je vais citer. Mhm. Le premier, c'était la première personne qui a cru en moi aux municipaux. Pour la petite anecdote, j'ai envoyé de nombreux CV à tous les clubs du territoire havrais. Ok. Quand j'avais zéro expérience, zéro diplôme, juste je voulais entraîner. Et le club des municipaux m'a répondu, et je vais le citer, Malik Barry, l'ancien responsable technique du club, qui m'a répondu. J'ai eu un entretien avec lui, et c'est lui qui m'a proposé ce premier contrat aidé en tant que jeune entraîneur. Donc c'est grâce à lui que tout a commencé. Ouais. Après, j'ai cité tout à l'heure, c'est Mickaël Bunel au Havre qui m'a, pareil, qui a continué ma progression et m'a fait confiance et m'a proposé ce contrat au centre d'information du Havre. Et le dernier, on n'a pas trop parlé, c'est Armand Sen, Mhm. qui était dans lequel j'ai rencontré à Clairefontaine au CEAD, D'accord. qui était l'adjoint de Thierry Lauré l'année d'avant, et qui était du coup lui qui est resté au Paris FC. Et donc du coup, il y a eu des bons échanges, il y a eu une bonne connexion d'alchimie. Et quand Stéphane Gilly est arrivé et qu'il voulait un deuxième adjoint, il a pensé à moi. Et donc du coup, il m'a mis en relation avec Stéphane Gilly. Et puis après, derrière, l'alchimie s'est fait avec Stéphane. Donc ces trois personnes, sans eux aujourd'hui,
j'aurais pas ce parcours et je sais la chance que j'ai de les avoir rencontrés. Ouais. C'est formidable d'avoir cette capacité aussi de prendre du recul sur Ouais. les personnes qui vous ont aidé. Et puis, je pense que de toute façon, naturellement, à un moment ou à un autre, dans un parcours, il faut qu'on s'aide, il faut qu'on puisse aider et qu'on puisse aussi recevoir de l'aide pour aller à C'est pas l'étape le cas de supérieure. tout le monde. C'est pas le. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le football d'aujourd'hui, c'est un football assez individualiste. Ouais, Et aujourd'hui, il faut mettre en avant l'aspect humain, les gens qui font confiance aux personnes et qui aident. ouais, bien Et encore sûr. une fois, on en a parlé en tout début, mais je pense que c'est important de savoir quand on nous donne. Donc, Ouais. et j'ai eu la chance que ces personnes-là m'ont fait confiance et m'ont aidé. C'est formidable. Petite question pour la suite. Est-ce que vous avez des idées ou pas spécialement encore? Non, pour le moment, bah, quand on a parlé un petit peu avant l'interview, pour l'instant, voilà, se reposer un petit peu, se ressourcer, profiter de la famille aussi, Bien sûr. parce que les sacrifices aussi sont de ne pas voir beaucoup la famille. Donc, ça permet aussi de se ressourcer, de pouvoir voir la famille, les amis. Et puis après, on verra ce que ça va donner sur les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est un temps de repos et je pense que il est nécessaire aussi. Ouais. J'en doute pas. Quand vous dites repos, c'est repos ou c'est repos et on regarde Arsenal quand même? Alors, c'est repos et on n'a pas parlé, mais je suis dans l'analyse de la Ligue 1. Je l'ai fait quand j'étais. Donc, je continue. Ouais. Donc, c'est repos. Tu te doutes, maintenant tu commences un petit peu à me connaître. Non, c'est du repos parce que j'entraîne pas. Ouais, Mais non, je regarde toujours les matchs. bien sûr. Je suis un passionné. Je regarde tous les matchs, j'analyse toujours la Ligue 1 et son, je continuerai comme ça. Je peux pas m'arrêter. Ouais. Le football, c'est ma passion. Donc, Et par curiosité, un autre championnat que vous aimez, que vous affectionnez en dehors de la Ligue 1? Première Ligue, Première Ligue, bien sûr. extraordinaire. C'est Extraordinaire. ouais, Ah, pour moi, si j'ai un rêve, un jour, c'est de pouvoir entraîner en première ligue. ouais. Ouais, c'est. Un club en particulier ou pas spécialement? Si, Liverpool. Liverpool? Ouais. Fan de Liverpool? Par rapport au club, ce qui dégage, encore Ouais. une fois. À l'âme du Ouais, club, l'identité. ouais. Ouais. Et ben écoutez, c'est formidable. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas de C'est vous gentil. retrouver Merci, Cédric. sur le banc à Anfield, pourquoi pas. Qui sait? On sait pas, on Qui sait pas, sait? mais je pense qu'à à force de travail, ça peut payer. On va finir par un petit jeu. Euh, c'est très simple. Je donne un début de phrase et je vous laisse terminer. Ok, Donc la compléter, la finir. Vous dites un peu par spontanéité ok, ce qui vous vient à l'esprit. ok. Allez, c'est parti. Le football est un jeu d'espace, mais surtout un jeu de... D'intelligence. Ok. Un joueur qui comprend vraiment le jeu est un joueur qui... Qui est en capacité de répondre au jeu, Ouais. Un entraîneur doit d'abord apprendre à... à écouter les autres. Wow. La chose la plus difficile à transmettre à un joueur, c'est... Il y a plusieurs choses. La plus dure, euh, qui prennent conscience de ses qualités Ok. Un joueur progresse vraiment quand... quand il se remet en question. Un espace libre sur un terrain, c'est... C'est la faculté de faire mal à l'adversaire. Ouais, c'est pas mal celle-là. La première chose qu'un joueur doit regarder avant de recevoir le ballon. Euh, Il y a plein de choses. Les espaces, l'intervalle, euh, son partenaire, son adversaire. Tout. Il y a tellement de choses qu'il doit regarder avant de recevoir. Ok. Une équipe devient dangereuse quand... Euh, Quand elle est solidaire. Ouais. Le détail tactique que les gens voient le moins, c'est... Je pense la faculté du joueur à s'adapter à différents systèmes. Ok. Et pour terminer, si je devais expliquer le football à un enfant, je lui dirais... Euh, Joue. Joue. Eh bien, écoutez, monsieur Alexis Baudet, c'était formidable. Une très belle conclusion.
Si je devais expliquer le football à un enfant, je lui dirais tout simplement de jouer. Ouais. Et ben, c'est formidable. Merci. Merci pour votre temps, merci pour l'échange, pour la pertinence de vos réponses aussi. Je pense que ça va, au-delà de m'aider personnellement, Ouais. je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Merci d'avoir accepté l'invitation également. Merci à toi, Cédric, parce qu'on a un peu parlé. Ouais, bien sûr. Tu es la première personne laquelle je voulais échanger, parce que encore une fois, je suis toujours dans cette faculté de connexion et j'ai Ouais, trouvé qu'il y avait une bonne connexion avec toi. Et du coup, je te remercie pareil, de m'avoir contacté avec plaisir. et d'avoir aussi, parce que je le dis aussi, d'avoir travaillé, parce Mm. que juste tu m'aurais envoyé un message et tu m'aurais dit je veux faire une interview, je t'aurais pas répondu comme beaucoup de monde, mais j'ai vu aussi que tu avais travaillé aussi derrière et donc du coup, bah, je te remercie pour ça en tout cas. Eh ben écoute, merci avec plaisir. Bah écoute, je te souhaite tout simplement le meilleur peut-être sur le banc d'Anfield. C'est ce qu'on C'est espère. gentil, Et à court terme ou à long terme ou à moyen terme, retrouver un banc. j'espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. En tout cas, nous, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. C'était Beyond the Mic avec Alexis Baudet par Beyond the Game, le podcast football sur Or et au-delà du terrain. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Ciao.